Le sang imprégnait la totalité du versant montagneux, saturant la terre d'une teinte écarlate. Les fossés défensifs, creusés pour protéger la position, se trouvaient désormais encombrés par une accumulation macabre de cadavres. Durant une période de 3 jours marquée par une violence d'une intensité extrême, un contingent formé de 30 000 guerriers arabes s'était lancé à l'assaut de la forteresse perse, subissant un massacre systématique à chaque tentative de percée. Ces événements tragiques constituent la bataille de Nahavand, survenue en l'an 642 de l'ère commune. Cette date précise représente le moment charnière où l'ensemble des conceptions stratégiques conventionnelles concernant la retraite militaire furent radicalement bouleversées. Depuis la position élevée de son poste de commandement, le général Firuzan scrutait l'horizon lointain où s'élevaient d'épais nuages de poussière. Il observait les chariots de ravitaillement s'éloigner au loin et notait l'affaissement progressif des tentes qui étaient démontées une à une par l'armée adverse. L'armée du désert procédait au démantèlement de son campement. Enfin, l'ennemi battait en retraite. Un sourire de satisfaction apparut sur le visage de Firuzan. Ses troupes d'élite, une force colossale de 100 000 hommes, avaient maintenu leur position défensive face aux assauts. La certitude de la victoire semblait désormais absolue. Cependant, ce qui revêtait toutes les apparences d'une défaite adverse constituait en réalité la manœuvre de tromperie militaire la plus ingénieuse jamais conçue dans les annales de l'histoire. Dans cet instant précis marqué par un excès de confiance, Firuzan s'engageait directement vers un piège sophistiqué destiné à provoquer l'anéantissement définitif de son empire. L'empire sassanide se trouvait alors à l'agonie, une réalité géopolitique dont nul n'ignorait la gravité. Durant 4 siècles consécutifs, la Perse avait occupé le rang de superpuissance mondiale, partageant cette hégémonie avec un seul autre rival impérial. Ses armées avaient livré des combats acharnés contre les légions de Rome et les forces de Byzance. Conflits aboutissant fréquemment à des impasses sanglantes. Ces marchands exerçaient un contrôle hégémonique sur les routes commerciales s'étendant de la Mésopotamie jusqu'aux confins de l'Inde. Ces rois gouvernaient des millions de sujets avec une autorité absolue et incontestée. Pourtant, en l'an 642, la structure impériale subissait une hémorragie interne fatale. Des décennies de guerres catastrophiques menées contre l'Empire byzantin avaient drainé les coffres du trésor royal. Le dernier grand souverain, Khosrow Ier, avait poussé ses ambitions conquérantes au-delà du raisonnable, annexant trop de territoires avant de chuter, victime d'un coup d'État orchestré par ses propres généraux au sein même du palais. Ce qui s'ensuivit fut une période de chaos politique absolu. Ses successeurs au trône périrent les uns après les autres, disparaissant par voie d'assassinat, de renversement ou de meurtres perpétrés durant leur sommeil. Des enfants furent portés à la dignité impériale pour des durées ne dépassant pas quelques mois. Des souverains fantoches n'exercèrent le pouvoir que quelques semaines. Personne ne parvenait à se maintenir en place assez longtemps pour endiguer l'effondrement de l'État. C'est alors qu'émergea une menace bien plus redoutable que la guerre civile. Surgissant des étendues désertiques d'Arabie, le califat rachidun apparut comme une force nouvelle, combinant un génie militaire tactique à une ferveur religieuse intense. Sous le commandement éclairé des califes Abou Bakr et Omar, les armées arabes connurent une expansion explosive vers l'extérieur, transportant avec elles non seulement des armes de guerre, mais également une foi révolutionnaire qui promettait l'accès au paradis à quiconque trouverait la mort au combat. En l'an 636, ces guerriers issus du désert avaient réalisé ce qui semblait impossible aux yeux du monde. Lors de la bataille d'Al-Qadisiyah, ils avaient écrasé une armée sassanide massive, s'étaient emparés de la capitale impériale Ctésiphon et avaient contraint l'empereur Yazdegerd III à fuir vers l'est, réduit à la condition d'un simple réfugié. Toutefois, la Perse n'avait pas encore rendu son dernier souffle. Depuis son lieu d'exil, Yazdegerd tenta un ultime pari désespéré pour sauver son trône. Il lança un appel solennel à chaque gouverneur de province, à chaque maison noble et à l'intégralité des forces demeurées loyales pour qu'ils mobilisent la plus grande armée de l'histoire perse. Le commandement suprême de cette force fut confié à Firuzan, issu de la maison Mihran, l'une des familles militaires les plus prestigieuses et respectées de l'Empire. Il ne s'agissait pas là d'une simple campagne militaire supplémentaire. C'était l'ultime résistance d'une civilisation entière face à son extinction. La force armée que Firuzan parvint à rassembler était véritablement monstrueuse par ses dimensions.
Les garnisons provinciales marchaient aux côtés des unités d'élite de la garde royale. Des paysans conscrits portant des lances s'alignaient près de la cavalerie lourde des Savarans. Ces guerriers d'élite qui avaient semé la terreur sur les champs de bataille depuis l'Inde jusqu'à l'Anatolie. Les sources historiques présentent des variations considérables concernant les effectifs. L'historien Al-Tabari avance le chiffre de 100 000 soldats. D'autres documents suggèrent des effectifs inférieurs, mais le consensus historique est unanime pour affirmer qu'il s'agissait de la plus grande concentration de forces perses réunies depuis des décennies. Firuzan sélectionna son terrain d'affrontement avec une précision chirurgicale. À proximité de Nahavand, dans les montagnes accidentées de l'ouest de l'Iran, la topographie offrait une forteresse naturelle idéale. Des collines aux pentes abruptes verrouillaient solidement ses flancs. De hautes crêtes procuraient à ses archers des angles de tir parfaits pour dominer le champ de bataille. Des vallées étroites étaient disposées de manière à canaliser toute force assaillante directement vers les pièges mortels qu'il avait préparés. Lorsque les renseignements concernant cette immense armée perse parvinrent au calife Omar à Médine, il saisit immédiatement la gravité des enjeux. Si cette force remportait la victoire, elle serait en mesure de repousser l'ensemble des conquêtes arabes. L'expansion islamique dans sa totalité risquait de s'effondrer. La décision d'Omar concernant le choix du commandant fut particulièrement révélatrice de sa stratégie. Il ne sélectionna pas Khalid ibn al-Walid, la célèbre épée de Dieu. Il ne choisit aucun des compagnons les plus renommés du prophète. Au lieu de cela, il porta son choix sur Nu'man ibn Muqarrin, un général au tempérament calme et méthodique, spécialisé dans la résolution de situations jugées impossibles. Nu'man prit la tête de 30 000 vétérans endurcis par les combats, recrutés dans les villes de Koufa, Bassora et en Syrie. Il ne s'agissait nullement de jeunes recrues inexpérimentés. C'étaient des loups du désert qui avaient brisé les légions romaines et les armées perses sur 2 continents. Néanmoins, même ces guerriers aguerris n'avaient jamais eu à affronter une telle disproportion des forces. L'équation mathématique était brutale. Lancer une attaque contre une position fortifiée avec un désavantage numérique de 3 contre 1 ne relevait pas de la stratégie militaire. C'était une mission suicide. Toutefois, Nu'man comprenait une vérité fondamentale qui échappait totalement à ses adversaires. Parfois, la situation la plus désespérée a le pouvoir d'engendrer l'opposant le plus dangereux. S'il ordonnait la retraite, la Perse récupérerait ses forces et lancerait une contre-offensive massive capable d'anéantir le califat. S'il choisissait d'attendre, Firuzan renforcerait davantage ses positions et rassemblerait des renforts supplémentaires. Il ne restait qu'une seule option viable: attaquer une position impossible et trouver, d'une manière ou d'une autre, le moyen de vaincre. Mais comment triompher d'un ennemi qui détient l'intégralité des avantages tactiques? Nu'man s'apprêta à démontrer au monde que l'arme la plus redoutable n'est ni la supériorité numérique, ni le positionnement géographique. C'est la supériorité intellectuelle. Firuzan avait édifié une machine à tuer d'une perfection absolue. La position perse n'était pas simplement défendable. Elle constituait un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire. Les crêtes élevées fournissaient à ses éclaireurs des postes d'observation permettant de suivre les mouvements ennemis sur des kilomètres à la ronde. Les pentes contraindraient tout attaquant à effectuer une ascension laborieuse face à une véritable tempête de flèches. Les affleurements rocheux créaient des goulots d'étranglement naturels où sa supériorité numérique écraserait toute tentative de percée. Cependant, le terrain naturel n'était que le commencement du dispositif. Durant plusieurs semaines, les ingénieurs perses avaient sculpté la mort à même le flanc de la colline. De profondes tranchées zigzaguaient à travers les pentes. Il ne s'agissait pas de simples fossés, mais de pièges mortels, techniquement élaborés, garnis de pieux aiguisés et couverts par des champs de tir croisés. Toute charge de cavalerie se briserait inévitablement contre ces obstacles. Tout assaut d'infanterie serait canalisé avec précision vers les zones où Firuzan souhaitait les anéantir. Derrière le réseau de tranchées se dressaient des palissades en bois hérissées de pointes de lance en fer. Celles-ci ne constituaient pas seulement des barrières physiques, elles étaient des armes psychologiques, conçues pour briser le moral de l'ennemi, avant même que le véritable massacre ne débute.
La conception en chevauchement des défenses signifiait que le fait d'ouvrir une brèche dans une section exposerait simplement les attaquants à des tirs croisés provenant de 3 directions simultanées. Pour tenir ces fortifications, 100 000 des meilleurs guerriers de la Perse étaient déployés. Les vétérans de l'infanterie des guerres byzantines formaient un mur infranchissable de lances et de boucliers. Ces hommes avaient tenu la ligne face aux légions romaines et avaient survécu. Ils possédaient le savoir de la tuerie et la maîtrise de la mort. Derrière eux, positionnés sur des plateformes rocheuses, tels des dieux de la guerre, se tenaient les rangs d'archers et de frondeurs. Depuis ces hauteurs dominantes, ils pouvaient déverser la mort sur toute force tentant l'ascension. Les champs de tir superposés créaient une zone létale où rien ne pouvait survivre. Chaque angle avait été calculé avec minutie. Chaque position avait été renforcée. Chaque voie d'approche était couverte. Mais la véritable terreur attendait en réserve. La cavalerie lourde des Savarans. Ce n'étaient pas de simples cavaliers. C'étaient des monstres de fer. Le cavalier, comme sa monture, était entièrement enveloppé d'une armure lamellaire, maniant des lances massives capables de transpercer plusieurs ennemis en un seul coup. Pendant des siècles, les Savarans avaient constitué l'arme ultime de la Perse, la force qui avait mis des empereurs à genoux et transformé des champs de bataille en vastes cimetières. Firuzan les avait positionnés en tant que réserve mobile derrière la ligne défensive principale. Le terrain escarpé limitait leur mobilité initiale, mais une fois que les forces arabes se seraient engagées dans l'assaut et se seraient empêtrées dans les défenses extérieures, les Savarans pourraient frapper vers le bas avec une inertie dévastatrice. Une charge de cavalerie dévalant une pente raide contre une infanterie épuisée et désorganisée relevait de la boucherie pure. Le système défensif brillait par sa complexité stratifiée. Un ennemi se verrait contraint de traverser un terrain découvert sous le feu des projectiles, de franchir les tranchées tout en subissant des attaques à la lance, d'escalader les palissades en combat rapproché, puis d'affronter des réserves de cavalerie fraîche. Le tout en combattant en montée contre des positions préparées. La structure de commandement de Firuzan venait renforcer cette philosophie défensive. Les ordres descendaient à travers des hiérarchies établies vers des unités au rôle prédéterminé. Les archers connaissaient leur secteur de tir respectif. L'infanterie comprenait parfaitement ses positions. Les commandants de cavalerie avaient répété leurs itinéraires de contre-attaque. Tout était planifié, préparé et positionné pour une efficacité défensive maximale. La formation perse était statique par conception. Firuzan n'avait aucune intention de manœuvrer ou de poursuivre l'ennemi. La taille de son armée, combinée aux positions préparées, rendait les manœuvres de contournement virtuellement impossibles. Les Arabes devraient venir à lui, et lorsqu'ils le feraient, il les saignerait à blanc contre ses murs. Lorsque l'armée arabe arriva et établit son campement à vue des lignes perses, Firuzan éprouva un sentiment de confiance suprême. Ses éclaireurs rapportèrent la présence d'environ 30 000 soldats ennemis, soit moins d'un tiers de sa propre force. Les Arabes ne disposaient d'aucun équipement de siège, d'aucune artillerie lourde et d'aucun plan apparent au-delà d'un assaut frontal classique. Depuis sa position de commandement, Firuzan pouvait observer l'ensemble du champ de bataille. La configuration du terrain séparant les deux armées racontait l'histoire à venir. Une plaine aride et montante canalisait les mouvements directement vers ces zones de mise à mort préparées. Toute attaque serait dirigée exactement là où il le désirait. Pendant 3 jours, les deux armées s'observèrent mutuellement à travers des escarmouches et des attaques de sondage. Firuzan utilisa ce temps pour affiner ses défenses et étudier les dispositions ennemies. Les Arabes semblaient hésitants, reconnaissant enfin l'impossibilité de leur situation. Puis, au 4e jour, Nouman passa à l'action. Le premier assaut arabe ne fut que pure mise en scène théâtrale, et seul Nouman en avait conscience. 30 000 guerriers chargèrent sur cette pente imprégnée de sang. Les boucliers furent levés contre un ouragan de flèches. Les archers perses décochèrent volée après volée depuis leur position élevée. Les pierres lancées par les frondeurs fracassaient les crânes et brisaient les os. Les Arabes, en pleine ascension, ressemblaient à des fourmis balayées par une inondation. Ils atteignirent les tranchées extérieures et se jetèrent contre la ligne perse avec une fureur désespérée. Des hommes mouraient en hurlant.
Le sang s'accumulait dans les fossés. Les guerriers arabes tentèrent de se frayer un chemin à travers les palissades, uniquement pour se heurter à des murs de lances perses. Le massacre fut terrifiant. Après ce qui sembla être des heures de combat brutal, Numan ordonna la retraite. Son armée ensanglantée et brisée redescendit la colline en boitant. Firuzan les regarda partir et sourit. L'ennemi avait appris sa leçon. La confiance de Firuzan s'accrut considérablement. L'ennemi avait essayé et échoué, exactement comme il l'avait prédit. Le jour suivant apporta le second assaut. Cette fois, la cavalerie arabe tenta de contourner la position sur les flancs, tandis que l'infanterie martelait le centre. Le résultat fut encore pire. Pris entre des tirs croisés et des charges en montée, les Arabes furent massacrés. Les corps tapissèrent la pente. Les survivants s'enfuirent dans une panique apparente. 2 assauts, 2 désastres complets. Le moral perse était au zénith. Depuis son poste de commandement, Firuzan surveillait le carnage avec satisfaction. Ses défenses demeuraient intactes. Son armée n'était pas brisée. Les Arabes avaient jeté toutes leurs forces contre lui et avaient échoué 2 fois. Le lendemain apporterait soit la reddition, soit un 3e massacre. C'est alors que survint la nuit qui changea tout. Les éclaireurs perses rapportèrent le chaos régnant dans le camp arabe. Des tentes s'effondrant, des chariots roulant vers le sud, des unités de cavalerie se dispersant, des blessés évacués en hâte, les signes indubitables d'une armée brisée en pleine retraite. Ce que les Perses ne pouvaient pas voir, c'était le génie dissimulé derrière le chaos. Chaque tente qui tombait était positionnée exactement là où Numan le voulait. Chaque chariot qui se déplaçait faisait partie d'une tromperie soigneusement chorégraphiée. La retraite constituait l'opération psychologique la plus brillante de l'histoire militaire, conçue pour accomplir ce qu'aucun assaut frontal ne pouvait réussir. Inciter les Perses à abandonner volontairement leur forteresse. À l'aube, les éclaireurs perses confirmèrent ce que Firuzan désirait entendre. L'ennemi fuyait, le champ de bataille lui appartenait. Certains officiers recommandèrent la prudence. Pourquoi abandonner leur position imprenable? Mais Firuzan entrevit une opportunité. Un ennemi brisé pouvait se regrouper si on lui en laissait le temps. Il valait mieux les achever maintenant en terrain découvert, là où sa supériorité numérique et sa cavalerie lourde pourraient parachever la destruction. Il donna l'ordre qui allait condamner son empire. L'armée perse tout entière se déversa des collines. 100 000 hommes abandonnèrent la forteresse qui les avait rendus invincibles, se lançant à la poursuite de ce qu'ils pensaient être un ennemi vaincu. Les tranchées qui les avaient protégés restèrent vides. Les palissades demeurèrent sans surveillance. Numan attendait ce moment. Sur le terrain plat en contrebas, son armée en retraite fit soudainement volte-face et forma des lignes de bataille parfaites. Les Arabes n'avaient plus à combattre en montée contre des positions fortifiées. Ici, sur le terrain découvert, ils pouvaient manœuvrer, se déployer et livrer le type de bataille pour lequel ils étaient nés. Les Perses furent pris complètement au dépourvu. Leur formation serrée s'était étirée durant la descente. Les unités étaient éparpillées à travers la plaine. Certaines avaient avancé plus vite que d'autres, créant des brèches béantes dans leurs lignes. À cet instant de vulnérabilité maximale pour les Perses, Numan déclencha le piège. Les Arabes en retraite se transformèrent soudainement en une machine de guerre parfaitement coordonnée. L'infanterie pivota pour faire face à ses poursuivants. La cavalerie frappa les 2 flancs simultanément. En quelques secondes, les chasseurs étaient redevenus les proies. Les Perses tentèrent désespérément de reformer leurs rangs. Mais il était trop tard. Ils avaient été attirés loin de leur forteresse imprenable et piégés à découvert comme des pillards amateurs. Leurs archers ne disposaient d'aucune position élevée. Leur infanterie était dispersée. Leur cavalerie lourde tentait encore de manœuvrer pour se mettre en position. C'est alors que survint le coup de maître. Surgissant de ravins cachés et de replis du terrain, la cavalerie arabe fit irruption derrière les lignes perses. Pas en nombre suffisant pour détruire l'armée instantanément, mais assez pour créer la seule chose qui tue les troupes disciplinées plus vite que n'importe quelle arme, la panique. Soudainement, l'armée perse se battait dans 3 directions à la fois. Les chariots de ravitaillement se dispersèrent. Les officiers hurlaient des ordres contradictoires. Les formations disciplinées qui les avaient rendus invincibles commencèrent à se fracturer. Firuzan tenta désespérément de rétablir l'ordre,
Mais les dégâts psychologiques étaient catastrophiques. Ses troupes ne savaient plus où se trouvait l'ennemi, ni dans quelle direction faire face. Dans la confusion, Nu'man tomba, abattu par une flèche ou une lame au cœur du combat. Mais l'assaut arabe ne vacilla jamais. Le commandement passa sans heurts à Hudayfa ibn al-Yaman, et la pression s'intensifia. Avec la cavalerie perse piégée et leur infanterie combattant sur de multiples fronts, les lignes sassanides finirent par rompre. Le centre s'effondra en premier, puis les ailes. La panique se propagea comme une traînée de poudre à travers les rangs. Dans le chaos général, Firuzan lui-même fut tué, possiblement piétiné par ses propres troupes en fuite. Avec les deux commandants morts et aucune chaîne de commandement claire, la dernière armée de l'Empire perse se désintégra. Le massacre fut absolu. Des milliers de morts perses tapissèrent la plaine. Les survivants s'enfuirent dans toutes les directions, abandonnant armes, armures et honneur. L'ultime armée de l'Empire sassanide fut annihilée. Loin à l'est, l'empereur Yazdéguerre de Troie reçut la nouvelle qui mit fin à son monde. Aucune armée ne restait, aucune forteresse ne pouvait le sauver. Il s'enfuit plus profondément en Iran, atteignant finalement Merv, où il vivrait comme un fugitif traqué jusqu'à son assassinat des années plus tard. Pour les Arabes, Nahavand devint connu sous le nom de « Victoire des victoires », non pas en raison du nombre de tués, mais en raison de la manière dont elle fut remportée. Un empire vieux de 400 ans n'était pas tombé face à une force supérieure ou de meilleures armes. Il était tombé face à une pensée supérieure. La leçon était claire. À la guerre, l'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui possède les plus grandes armées. C'est celui qui peut vous amener à vous vaincre vous-même. Déposez votre analyse tactique dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Firuzan? Abonnez-vous pour découvrir comment d'autres puissances anciennes ont surmonté des probabilités impossibles grâce au pur génie tactique.